Zakweli. Et Yasmine Jaffar, bonjour. Ce matin, on le disait, et c'est le représentant du gouvernement que vous recevez. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à tous, monsieur le préfet, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. La démolition des cases illégales à Doujani hier a donné le coup d'envoi de l'opération Place Nette. Vous étiez sur place. Avez-vous ressenti une quelconque crainte d'être attaqué par les délinquants ? Non, il n'y a pas de crainte particulière pour une raison très simple, c'est que tout d'abord j'étais avec le maire de Mamoudzou, on était ensemble sur cette opération. Pourquoi on était ensemble ? Parce que l'État se doit d'être aux côtés des collectivités locales dans leurs projets. Et derrière le décasage de Doujani, c'est en réalité un projet d'aménagement. Comme vous le savez, il y a une ZAC, une zone d'aménagement concerté, Doujani 2, avec des écoles, des commerces, 1000 logements qui sont envisagés par la commune de Mamoudzou. Et donc en réalité, l'objectif de cette opération, il était double. D'abord, lutter contre l'habitat indigne, lutter contre l'insalubrité, parce que cette indignité, la plupart du temps, elle touche les personnes les plus vulnérables, des enfants, des femmes, des personnes âgées, des jeunes. Et donc on se doit, dans ce cadre-là, d'offrir des solutions d'hébergement qui permettent d'avoir des logements plus dignes. Et puis ensuite, il y avait un deuxième objectif qui est d'accompagner une commune dans la réalisation de ses projets et par conséquent de libérer la place pour pouvoir construire des logements sociaux, des commerces, une école. Voilà, c'est ça la réponse que l'État doit apporter auprès des communes. Et donc quand on fait ça, on n'a pas peur de le faire. Au contraire, ce que nous faisons est juste. Je reviens sur la question. Lorsque je vous demande si vous avez ressenti une crainte par rapport à ces démolitions lorsque vous étiez sur place, c'est parce que hier, des collègues journalistes de Mayotte Première n'ont pas pu accéder directement au site et exercer leur mission d'information. Est-ce opportun sur un territoire insulaire où la population compte sur les médias pour voir et comprendre ce qui se passe ? Votre question est bonne. Néanmoins, lorsqu'on est dans une opération de police, ma responsabilité, c'est de protéger un espace qui doit être un espace sécurisé. Et donc, exposer un journaliste pendant une opération de police ne peut pas être acceptable pour la protection du journaliste lui-même. Mais les journalistes sont exposés tous les jours, monsieur le préfet. Et d'ailleurs, une fois les lieux sécurisés, vous avez pu vous rendre sur place aux côtés du maire de Mamoudzou. On a vu même cette vidéo, une vidéo de la préfecture. Hein. Que répondez-vous d'ailleurs à ceux qui dénoncent une opération de communication ? Écoutez, je laisse le commentaire, je laisse les appréciations fallacieuses, je laisse Radio Baobab faire son œuvre. Moi, je suis dans l'action pour les Mahorais et pour les Mahoraises. D'ailleurs, je ne suis pas venu à Mayotte, je suis venu pour Mayotte. Et je suis là pour faire un certain nombre de choses, comme le gouvernement me le demande, sur cette opération Mayotte Place Nette, à la fois de lutter contre l'habitat indigne, pour apporter des réponses de logement à ceux qui sont généralement les plus vulnérables, apporter des solutions de sécurisation en s'attaquant à la fois au réseau criminel, à des objectifs prioritaires, s'attaquer à la lutte contre l'immigration clandestine, c'est ça mon objectif. Donc moi je ne suis pas là pour faire des commentaires, je ne suis pas là pour être dans l'appréciation ou je ne suis pas là pour être dans le fallacieux. La guerre d'ailleurs appelle les forces de l'ordre quittent Doujani que les délinquants sont entrés en action en tentant d'incendier un bâtiment qui a d'ailleurs été vandalisé. La destruction des cases illégales se poursuit jusqu'à vendredi à Doujani. Êtes-vous en mesure de rassurer les habitants, les entreprises qui sont implantées à Doujani et aussi les automobilistes qui passent par cet axe ? Mais c'est madame, tout l'objectif de cette opération Place Nette. Tout l'objectif, c'est de faire en sorte que le sentiment de sécurité revienne dans l'esprit des Mahorais et des Mahoraises. C'est ça l'objectif, pour une raison très simple, c'est l'objectif de la protection de mes concitoyens, de mes administrés et de mes compatriotes. Et par conséquent, il y aura une enquête judiciaire qui a été engagée sur cette attaque d'un bâtiment. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre d'images qui nous permettent d'identifier des personnes, et ces personnes seront arrêtées et seront traduites devant la justice, parce que nous ne pouvons pas accepter d'avoir un certain nombre de fauteurs de troubles qui s'attaquent aux biens des Mahorais. Ce sont les biens des Mahorais qui sont attaqués. Ce ne sont pas des bâtiments publics au hasard, ce sont des bâtiments qui servent à Mayotte pour former notamment
des élus et pour former notamment des fonctionnaires territoriaux. Donc ce sont les biens des Mahorais qui sont attaqués. D'autres démolitions sont prévues partout sur le territoire, 1300 habitats illégaux. L'année dernière, on a vu la justice avait suspendu le temps, pendant un temps, l'opération suite à l'intervention d'une équipe d'avocats venus de l'Hexagone. Avez-vous pris le devant cette fois? Avez-vous les garanties que le même scénario ne se reproduira pas? Écoutez, moi je ne suis pas là pour commenter des décisions de justice. L'autorité judiciaire est une autorité indépendante. Je note simplement qu'en appel, cette décision a été cassée par la Cour d'appel et j'en tire l'enseignement que, d'un point de vue juridique, l'opération de l'année dernière qu'on appelait opération Wambushu a été déclarée légale en appel. Donc c'est ça le plus important. Ensuite, désolé de vous couper, vous avez cité un chiffre très important, 1400 habitats indignes qui devront être démantelés. Je note juste une chose, c'est que nous doublons l'objectif par rapport à l'objectif de l'année dernière qui était de 700. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous devons apporter une réponse de logement social à nos compatriotes pour faire en sorte que les conditions de vie à Mayotte soient des conditions meilleures. C'est ça l'action de l'État. C'est 5 millions supplémentaires. Pardon? Vous doublez les objectifs, mais en termes d'effectifs des forces de l'ordre, ça n'a rien à voir avec le Wambushu 1. Vous voyez, la quantité ne fait pas la qualité. Nous avons plus de 1700 personnels de gendarmerie et de police qui vont être engagés sur cette opération. Est-ce que c'est la nécessité absolue d'augmenter sans cesse le personnel? Non. Ce que nous faisons sur cette opération, nous le faisons avec beaucoup plus de caractère offensif, beaucoup plus de planification. Nous travaillons depuis 1 mois sur cette opération pour la préparer dans de bonnes conditions. J'entends d'ailleurs ici ou là, dans quelques médias, quelques propos hasardeux que le manque de transparence correspondrait à un manque de préparation. Je dément cela. Nous avons préparé cette opération. Nous la préparons depuis 1 mois de façon précise, en liaison avec la métropole hexagonale, pour faire en sorte d'apporter des réponses qui soient des réponses exactes, justes et ciblées, en ayant tiré les enseignements de l'opération Wambushu et des quelques ratés que cette opération a pu connaître. Et c'est pour ça que nous serons meilleurs. Monsieur le préfet, les Mahorais estiment que la méthode justement des policiers et gendarmes sur le terrain ne dissuade pas assez les assaillants, qu'elles ne font que les repousser vers les hauteurs. Est-ce que le mode opératoire change avec l'opération Place Nette? Le mode opératoire change parce que nous sommes beaucoup plus offensifs et pas du tout défensifs. On va monter sur les hauteurs, on va les chercher, on va les interpeller. C'est ce que nous avons fait hier. C'est ce que nous avons fait hier à Doujani. Hier à Doujani, vous avez eu des interpellations, notamment de gens qui étaient porteurs de Tchambo. Nous avons fait un certain nombre d'interpellations d'étrangers en situation irrégulière. Et nous avons été au-delà de la zone du Banga lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il est venu la dernière fois, est venu avec une équipe du RAID. Nous avons renforcé le RAID, nous avons renforcé le GIGN, nous avons donc renforcé des équipes spécialisées qui sont beaucoup plus offensives dans leur tactique d'intervention. Et par conséquent, il faut le dire, aucun gouvernement jusqu'à présent n'avait envisagé d'avoir ces équipes spécialisées pour aller encore plus loin. C'est ce que nous avons fait hier à Doujani et c'est ce que nous continuerons à faire. 60 chefs de bande sont ciblés. Pourquoi déjà fixer un nombre précis de chefs de bande, de personnes à interpeller? Est-ce que cela signifie qu'il ne peut pas y avoir d'autres interpellations, d'autres arrestations en dehors de ces individus qui sont déjà dans le viseur? Écoutez, ça tombe très très bien que vous me posez la question. D'abord, je reviens sur l'appellation chef de bande. Moi, je suis sur des objectifs prioritaires. C'est-à-dire des objectifs sur lesquels nous avons travaillé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour identifier dans les zones auxquelles nous nous attaquons, des personnes dont nous savons qu'ils sont à l'origine d'exactions. Donc ces objectifs prioritaires, il fallait fixer un objectif de 60. Mais ça tombe bien parce que moi j'ai demandé à mes équipes d'aller au-delà de cet objectif et d'aller à 70, 80, plus si nous le pouvons. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'apporter des réponses de sécurisation pour mes compatriotes. Donc ça sera plus de 60, je l'espère. Et il y a cette impression d'ailleurs qu'il y en a toujours plus des chefs de bande. Comment être sûr que leur arrestation ne va faiblir justement la détermination des bandes armées qui sévissent à Mayotte? Écoutez, moi j'écoute une petite musique mahoraise depuis des semaines. Je croise énormément de personnes dans la rue qui viennent me voir d'ailleurs assez naturellement en venant me dire, monsieur le préfet, depuis que vous êtes arrivé, on a le sentiment qu'une situation est en train sensiblement, très sensiblement, je ne dis pas que la partie est gagnée, mais que la situation est en train de changer. Il faudra sans doute 3 mois, il faudra sans doute 6 mois, il faudra sans doute 1 an, mais ce travail-là de sécurisation et de rétablissement de l'ordre est une opération nécessaire pour faire tout le reste.
voyez, on s'est attaqué au problème de l'eau. On engage 210 millions d'euros pour faire en sorte que l'eau soit sécurisée à Mayotte. On va s'engager avec les communes pour travailler sur des projets d'établissement scolaire. On va prochainement signer un contrat territorial pour faire en sorte que la collectivité, et notamment le contrat de passer avec le conseil départemental, puisse apporter des réponses. Donc il n'y aura pas qu'une réponse de sécurité, il y a aussi toutes les réponses des grandes politiques publiques. Et il faut que, pour cela, nous puissions rétablir d'abord la sécurité pour s'engager sur ces programmes-là. À Mayotte, monsieur le préfet, ce sont des jeunes mineurs, la plupart du temps, qui terrorisent la population. Est-ce que cela ne vous paraît pas surréaliste ? Alors, sur la minorité, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est à la justice de déterminer si nous avons effectivement affaire à des mineurs. Je note d'ailleurs que le quartier mineur à Magicavo est un quartier qui est assez bien fourni. Ça veut dire que la justice condamne. Nous avons également en projet des centres d'éducation fermés, deux qui vont venir prochainement sur le territoire et qui seront une réponse partielle pour répondre à cette délinquance des mineurs. Donc le sujet, effectivement, est celui-là. Mais moi, j'en appelle aussi à la responsabilité des parents. C'est les parents qui doivent jouer un rôle important dans le fait d'éduquer leurs enfants. Vous voyez, j'étais à Mirerény l'autre jour. J'ai rencontré une association qui, justement, sensibilise les parents de Mirerény et de Combani au fait qu'il faille absolument faire comprendre à leurs enfants que leur place, au-delà de 21h, n'est pas une place dans la rue. Eh bien, cette association, nous allons l'aider. Nous allons accompagner la parentalité pour faire en sorte que nous puissions aussi reprendre sur le terrain sociologique une bataille qui est celle de l'éducation, qui est celle de la protection de l'enfance. Et donc, vous avez raison d'appeler l'attention de l'État sur cette situation des mineurs. Nous ne pouvons pas passer ça sous silence et nous devons y travailler également. Parlons de ces migrants qui vivent dans la rue à Cavani avec des enfants en bas âge, sans sanitaire, des conditions d'hygiène déplorables. Sur place, les habitants sont excédés et s'inquiètent du choléra. Notamment, la ministre parlait de relogement, mais ils sont toujours là, dehors. Qu'est-ce qui bloque réellement aujourd'hui ? Alors, il faut que nous nous engagions dans la deuxième étape de Cavani. Je le ferai cette semaine en réunissant à la fois la mairie de Mamoudzou et le conseil départemental et un certain nombre d'acteurs, notamment bailleurs sociaux, pour trouver des solutions. Nous avons une première étape d'identification. Nous avons besoin de savoir à qui nous avons affaire, quelles sont l'identité des personnes. Ensuite, voir quelle est leur situation administrative. Est-ce que ce sont des personnes qui ont fait une demande de protection particulière, notamment de réfugiés? Est-ce que ce sont des familles avec des enfants? Est-ce que ce sont des personnes en situation irrégulière? Et en fonction de cette liste, nous serons en capacité d'apporter des réponses au fur et à mesure des situations individuelles. L'objectif, c'est de s'attaquer effectivement à ce quartier de Cavani pour terminer cette séquence et faire en sorte notamment que les familles avec des enfants puissent trouver des solutions durables. On parle de 5 millions d'euros pour reloger justement les familles décasées. Lorsque la préfecture réquisitionne le village relais Koalia de Tsunzu pour justement héberger et mettre à l'abri des migrants, comment allez-vous faire? L'opération Place Nette est déjà là, donc il y aura des familles qui seront décasées, qui sont déjà décasées. Entre-temps, il y a ces migrants aussi à héberger. Comment ça va se passer concrètement? Il y a de la place pour tout le monde ? C'est tout le travail de la chargée de mission qui est auprès de moi et qui s'occupe de l'habitat indigne et qui a un réseau extrêmement important de réponses auprès des bailleurs sociaux, mais pas seulement auprès des bailleurs sociaux, pour trouver des solutions qui soient des solutions coûts humains, trouver des solutions qui soient acceptables, trouver des solutions qui permettent de tenir sur la longueur et effectivement d'offrir un certain nombre de solutions d'hébergement durables. Et justement, est-ce que ces solutions d'hébergement seront acceptées? Par exemple, hier à Doujani, lors de l'opération de décasage, combien de familles ont accepté les solutions d'hébergement? Alors, je n'ai pas le chiffre exact puisque l'opération Doujani est en cours de réalisation, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à peu près la moitié des familles qui ont accepté des solutions de relogement hier. Ce chiffre sera sans doute réévalué et apprécié à la fin de l'opération Doujani, jeudi ou vendredi, lorsque nous l'aurons achevé, et nous pourrons faire le bilan de ces propositions de relogement. Ce qui est important, c'est que nous avons mis en place une permanence sociale qui permet d'accueillir ces familles et qui leur permette de comprendre que nous avons des solutions. Après, la liberté de choix appartient aux individus. Si vous n'avez pas envie d'être relogé alors que vous avez une main tendue, moi, vous savez, j'aurai toujours deux mains, une main juste et une main ferme. La main juste, c'est celle qui va justement proposer des logements. Mais si cette main n'est pas attrapée par celle à qui on la propose, je n'y peux rien, c'est la liberté individuelle qui prime. Dernière question, monsieur le préfet. Les forces vives n'excluent pas de remettre les barrages. Que leur répondez-vous?
Écoutez, je suis en relation régulière avec les forces vives. Nous avons un dialogue qui est un dialogue de confiance. Moi, je souhaite que cette confiance et cette responsabilité soient partagées. Jusqu'à présent, le dialogue avec les forces vives est un dialogue plutôt positif. Nous nous parlons très régulièrement. Après, chacun prendra ses responsabilités. Moi, je prendrai les miennes. Encore une fois, je ne suis pas venu à Mayotte, je suis venu pour Mayotte et je prendrai mes responsabilités pour faire en sorte que mes compatriotes puissent avoir une vie normale à Mayotte. C'est ma mission et je suis là pour la garantir. François-Xavier Bieuville, merci d'avoir été l'invité du Zakweli. Merci à vous de votre accueil. La première. Merci à vous, Yasmine Jaffar, pour toutes ces questions. Merci à vous, monsieur le préfet, de rester répondre à quelques questions de nos auditeurs envoyées par SMS ou via notre standard. Une question qui est venue justement tout à l'heure, monsieur le préfet, une personne qui nous dit, quand vous êtes arrivé, il y a eu ce sentiment, cette musique dont vous parliez tout à l'heure, en disant, oui, il y a ce sentiment. On a l'impression que les lignes bougent au niveau de la sécurité à Mayotte peu à peu, mais notre auditeur revient plus sur l'opération, en tout cas l'annonce du gouvernement, le rideau de fer. Il a dit on n'entend plus parler de ce rideau de fer. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle toujours? Alors évidemment, on en parle, c'est une question qui est extrêmement importante. Le rideau de fer, qu'est-ce que c'est? Le rideau de fer, c'est un ensemble de moyens terrestres, maritimes et aériens qui nous permettent de détecter beaucoup plus en amont l'arrivée d'un certain nombre de navires dans nos eaux territoriales, qui nous permettent de les qualifier, de savoir à quoi nous avons affaire, et qui nous permettent donc d'anticiper l'interception. Et vous l'avez compris, ce sont des moyens techniques, avec beaucoup de technicité, des éléments sous-marins, des éléments de détection, des éléments d'anticipation, et par conséquent, nous avons un saut qualitatif en termes techniques. Et nous avons passé un certain nombre de commandes, un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt, pour pouvoir avoir des réponses technologiques qui sont adaptées à cette mission. Nous sommes en train de les engranger. La copie est en train de s'écrire. Nous sommes en train de bâtir un budget qui permettra d'apporter une réponse à cette question. Et lorsqu'il sera temps de le présenter dans sa version finale, je serai amené, en liaison avec le gouvernement bien sûr, de présenter à quoi correspond ce rideau de fer. Nous y travaillons. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne fait rien, vous savez, c'est toujours la même chose. On a l'impression que rien ne se fait parce qu'on ne parle pas. Non, nous travaillons de la même façon que nous avons travaillé pendant un mois pour préparer cette opération, et c'est pas parce que nous n'avons rien dit que nous ne faisons rien. Nous travaillons pour le faire. Donc ce rideau de fer, il sera présenté le moment venu. Je suis assez confiant sur les premiers éléments qui m'ont été transmis. Il y a énormément de technologies intelligentes, de technologies parfois assez novatrices, qui permettent justement d'anticiper cette arrivée, et d'avoir une meilleure réaction, une meilleure utilisation des moyens pour être beaucoup plus ciblé. C'est quoi l'objectif? Zéro quoi ça ou... Non, vous savez, dans l'histoire humaine, le mur d'Adrien ou la muraille de Chine n'a jamais empêché une invasion. Ça n'existe pas. En revanche, travailler sur l'étanchéité, travailler sur une meilleure anticipation, travailler sur une meilleure réaction par rapport à l'arrivée des Kwassa, c'est l'objectif effectivement de ce rideau de fer. Mais vous dire que demain, on aura une frontière totalement étanche, ça n'existe pas, vous le savez bien. Aucun pays au monde n'a jamais réussi à mettre en place une frontière totalement étanche. Et justement, quand sera demain? Est-ce que vous avez déjà fixé un calendrier, une échéance pour le déploiement de ce rideau de fer? Nous sommes en train de travailler sur un objectif qui est la fin du premier semestre, c'est-à-dire arriver à une situation d'état de l'art qui nous permettra d'avoir une copie qui soit présentable et qui soit la réponse adaptée à cet objectif d'avoir un rideau de fer qui fonctionne. Aller trop vite, ça sera la plus mauvaise des solutions. Notre objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui soit une bonne réponse et qui soit la réponse la plus adaptée. Monsieur le préfet, l'opération Place Nette, vous donnez pas mal de chiffres, 1300 habitats illégaux qui doivent disparaître, 60 chefs de bande à interpeller, voire plus, comme vous l'avez expliqué. Il manque quand même un chiffre, on ne retrouve pas le nombre d'expulsions d'étrangers clandestins. Est-ce que vous vous êtes donné un objectif dans cette opération-là? Alors, c'est un objectif qui correspond plutôt à ce que nous avions l'habitude de faire dans les années précédentes. C'est-à-dire que depuis 4 ans, nous avons reconduit à la frontière plus de 110 000 personnes, ce qui fait une moyenne d'en gros entre 25 et 26 000 personnes par an. L'objectif est de continuer sur ce rythme-là, avec la création d'ailleurs d'un 4e local de rétention administrative, un 4e LRA, avec 45 places, qui permettra pendant cette période
de Mayotte Place Nette d'augmenter les capacités de reconduite. Nous avons également travaillé, et c'est au niveau national que les choses se font, avec les pays d'Afrique des Grands Lacs, qui nous permettent d'avoir la projection d'un certain nombre d'accords internationaux de reconduite à la frontière. Donc vous voyez, nous travaillons à améliorer sans cesse notre dispositif, et par conséquent, l'objectif de reconduite à la frontière, ça peut pas être un objectif fixé à l'avance. On arrive dans un banga, on ne sait pas sur qui on va tomber, on ne sait pas le nombre de personnes que nous allons pouvoir interpeller, et par conséquent, il faut rester sur ce rythme de 24 à 26 000 reconduites frontières par an. Et il sera situé où? Nos auditeurs Les ont des auditeurs. questions à poser, ils sont nombreux, pardon à vous d'être... Mais oui, parce que sinon, nos auditeurs vont aussi quand même nous gronder, parce qu'on le fait. Mayotte Première se fait de temps en temps gronder. C'est Pas ça. que de temps en temps. Exactement. C'est intéressant. Ben, C'est nous intéressant. écoutons votre question, messieurs, vous êtes en direct sur la première. Bonjour, Caribou. Allô? Oui, nous écoutons votre question. Oui, bonjour Monsieur le Préfet. Ousmane, j'ai juste une question. Est-ce que, parce que les clandestins, les Comorés qui arrivent, est-ce qu'il n'y a pas moyen de taper sur le portefeuille des familles qui sont sur Mayotte? Parce que les personnes, quand En ils fait, arrivent à Mayotte, il y a des micro-coupures, on n'a pas totalement compris la question, mais j'ai compris les clandestins qui arrivent, on n'a pas... pourquoi on ne tape pas sur les portefeuilles de qui? La famille à qui exactement? des familles qui les accueillent à Mayotte. Ah, qui les hébergent, d'accord. Eh ben, merci pour votre question, donc cet auditeur... se Écoutez, pose ça cette tombe, question. c'est une question qui tombe très bien, et d'ailleurs je remercie notre auditeur de nous poser cette question-là, parce que c'est un des aspects de Mayotte Place Nette, de s'attaquer aussi aux marchands de sommeil. Nous avons fait une grosse opération hier sur Petite Terre. Je ne vais pas en dire davantage parce que c'est une opération qui est judiciarisée, donc elle appartient désormais à la justice de la prendre en main, mais c'est une opération qui est extrêmement intéressante. Nous avons effectivement découvert un marchand de sommeil avec plusieurs habitations. On a d'ailleurs dans cette habitation saisi des sommes d'argent. Donc, il va falloir que la personne s'explique sur ces sommes en liquide. Et donc, vous voyez, un des aspects de Mayotte Place Nette, c'est aussi de s'attaquer à ce qu'on appelle les marchands de sommeil pour faire en sorte que celles et ceux qui, de façon tout à fait consciente, profitent de cette situation pour améliorer les fins de mois. Moi, je ne suis pas là pour améliorer les fins de mois de certains propriétaires. Je suis là pour leur dire que le marchand de sommeil doit comprendre qu'on va s'attaquer également à lui. Monsieur le Préfet, vous parlez tout à l'heure de ces bandes armées. Hier encore à Tsararano, il y a eu des échauffourées dans la soirée et quasi en direct, des vidéos étaient postées sur Instagram par ces jeunes de ces bandes armées. Ils font la promotion tout le temps de ce qui se passe sur les routes. Comment vous comptez arrêter tout ça? Alors, ce que je note à Tsararano, c'est que hier, nous avons une opération Place Nette dans la journée, avec un certain nombre de contrôles qui ont été effectués, 170 véhicules. Et donc là, nous assistons typiquement à une forme de réaction de la part des jeunes. Et par Ça fait 3 jours et plus que ça dure. Hein. Oui, mais évidemment, vous dire que tout ça va revenir à la normale et qu'on va s'en sortir, Madame la Marquise, sans aucun problème, je ne le crois pas, et vous le savez très bien. C'est un travail du quotidien, c'est un travail de présence, c'est un travail d'interpellation. Ce que je note, c'est qu'hier soir, nous étions présents au rond-point de Tsararano, que l'ordre a été rétabli et que les échauffourées auxquelles vous avez fait référence se sont calmées dans la soirée. Donc ça veut dire que le la sens de ma présence... question, c'était surtout la promotion de ces actions sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas la première fois et ça se fait tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de remonter jusqu'à retrouver ces jeunes? C'est ce que nous faisons d'un point de vue judiciaire. Il appartient aux unités de recherche, à la fois de la gendarmerie et de la police, de travailler sur les réseaux sociaux. Nous y arrivons. D'ailleurs, je le dis tout de suite, les jeunes qui s'amusent à poster sur les réseaux sociaux leur trombine en disant qu'ils sont là pour faire un certain nombre d'exactions, nous sommes en capacité de les reconnaître. Et donc, ce sont dans le cadre des enquêtes judiciaires que nous pourrons répondre à cette pratique des réseaux sociaux. Cela étant, la pratique des réseaux sociaux, moi, je ne vais pas l'empêcher. Chacun a un téléphone portable, chacun peut poster ce qu'il a envie, mais chacun doit comprendre que, en faisant ça, il prend aussi la responsabilité
d'être à un moment ou à un autre interrogé sur son action. Monsieur le préfet, avant de prendre l'auditeur, une question qui est venue tout à l'heure d'un chef d'entreprise qui se pose beaucoup de questions par rapport au caillassage des bus. Il dit aujourd'hui, les entrepreneurs sont fatigués de changer tous les jours des vitres dans les bus. Et il se pose la question au niveau de l'État, au niveau de vous, monsieur le préfet, comment vous allez travailler avec le département pour pouvoir aujourd'hui pousser le département justement à prendre ses responsabilités, parce que pour cet auditeur, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque bus. Alors, il est évident que être à chaque moment, à chaque instant, lorsqu'il y a une agression, en ayant des forces de police présentes au moment où les faits se déroulent, chacun comprendra que c'est extrêmement difficile. Nous avons renforcé la présence sur les axes routiers dont nous connaissons la dangerosité et parfois le caractère systématique. Ce que nous sommes en train de faire avec le conseil départemental, c'est de travailler sur des mesures de protection sur les bus, notamment des plexiglas, qui permettent de protéger les vitres et d'éviter le caillassage du bus. Donc ça, c'est une mesure passive de prévention, parce que moi, ceux auxquels je pense dans ces cas-là, ce sont les enfants qui sont dans les bus scolaires, essentiellement. Et il faut éviter que ces enfants soient blessés à l'occasion de ces exactions. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons sur cette mesure de protection passive. Et justement, cette mesure de protection avait été annoncée en décembre par la Première ministre Elisabeth Borne. Où en est le projet actuellement ? Il est en cours, c'est-à-dire que nous travaillons sur l'équipement progressif des bus. Ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de bus à équiper. Il faut que nous puissions travailler régulièrement sans interrompre le service, évidemment. On ne peut pas se permettre de stopper le service pour installer ces plexiglas. Et donc l'objectif, c'est effectivement de travailler sur le temps long pour installer les plexiglas de cette façon-là. C'est une mesure très importante. On prend une question d'auditeur. Vous êtes avec nous. Bonjour, Caribou. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est que je voulais demander si c'est possible, en s'appuyant sur les polices municipales des communes très concernées par les bidonvilles, d'équiper ces polices-là par des drones qui travailleront tous les jours pour voir les personnes qui sont en train de construire les maisons, pour les détruire le jour où ils sont construits. Parce que quand on appelle la police, ils disent c'est pas eux, il faut voir avec la police municipale, ils disent c'est pas eux, et on tourne en rond et ça augmente, et maintenant on n'arrive plus à les contrôler. On a compris votre question, monsieur le préfet. Est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui de travailler avec les mairies, les maires, pour pouvoir équiper de ces polices municipales, cette police de proximité des drones ? Alors, tout d'abord, moi, je souhaite répondre à notre auditeur que nous ne pouvons que nous féliciter de l'engagement des maires et des polices municipales sur cette opération. Et je l'ai constaté encore hier à Doujani. Le maire était présent avec sa police municipale. Ils ont participé à l'opération. Et donc, je salue l'action des maires, je salue l'engagement des polices municipales dans cette action, et de façon plus générale dans ce que j'appelle le continuum de sécurité entre police nationale ou gendarmerie et police municipale. Nous avons un vrai travail de continuum, et donc par conséquent, il faut se dire que c'est exactement la réponse que nous devons apporter. Après, il appartient au maire de s'équiper sur ce type de moyens supplémentaires. Moi, je suis prêt à réfléchir avec les communes, à travailler de cette façon-là. Je pense que le drone est un excellent outil à la fois de prévention et de repérage, mais c'est au maire de décider s'il doit s'engager sur ce type de procédure. Moi, je suis tout à fait prêt à accompagner les communes dans ce sens-là. Une autre question avec vous, cher auditeur. Bonjour, Caribou. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Oui, bonjour, monsieur. Moi, j'ai deux questions. Compte tenu de la superficie de Mayotte de 375 km², comparé aux autres territoires d'outre-mer qui en ont davantage, genre à La Réunion qui a 2500 km², jusqu'à quand on va continuer à construire des écoles, des logements pour héberger des gens plutôt que trouver des solutions pour arrêter l'immigration et de le traiter dans une manière légale comme c'est décrit dans le protocole, gérer et demander les demandes depuis le pays d'origine. Ma deuxième question, c'est sur le traitement de l'économie informelle. Pourquoi sur toutes les routes mahoraises comparées à d'autres territoires,
il est permis, parce que c'est le mot qu'il faut employer, parce que les autorités passent tous les jours, ou des agents de l'autorité passent tous les jours, sans avoir des représailles au niveau de ce genre de pratiques. Merci pour arrêter justement ce genre de fonctionnement, pour arrêter l'immigration. Merci pour ces deux questions, monsieur le préfet. On peut lui apporter une réponse. Première question qui est en fait une question double. La première de cette question, c'est comment stopper cette immigration irrégulière. C'est à la fois sur l'action sur le lagon, je crois que nous en avons parlé, et puis c'est aussi par ailleurs l'action que nous menons avec les pays d'Afrique des Grands Lacs pour avoir des accords de reconduite et faire en sorte que nous ayons des solutions qui nous permettent d'avoir la main sur le robinet. Nous y travaillons, les solutions vont être probablement trouvées très prochainement, et par conséquent, c'est la réponse que nous devons apporter au-delà du volume de reconduite à la frontière. Mayotte est recordman de France des reconduites à la frontière, entre 24 et 25 000 reconduites. On ne peut pas dire que l'État ne travaille pas à la reconduite. La question des écoles, elle est très importante, et en réalité, derrière cette question, il y a un double sujet. D'abord, il y a un premier sujet d'obligation scolaire. C'est-à-dire qu'en France, il y a une obligation qui s'appelle l'obligation scolaire. Nous ne pouvons pas refuser un enfant qui se présente à la porte de l'école, quelle que soit sa nationalité. Il y a une obligation scolaire en France. Si cette obligation scolaire devait être changée, dans ces cas-là, il faut changer la loi. Mais moi, je ne peux pas demander au recteur, et le recteur ne pourra pas changer cette obligation scolaire. Elle s'impose à chacun d'entre nous, y compris en France hexagonale. Le deuxième sujet, c'est sans doute se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si jamais nous ne satisfaisions pas à cette obligation scolaire. Nous laissons des enfants dans la nature, en parfaite oisiveté. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Moi, je préfère les voir à l'intérieur de l'école, avec un encadrement qui va, d'une certaine façon, leur apporter un certain nombre de réponses, qui, d'une certaine façon, va les construire en tant que citoyens, même s'ils ne sont pas de nationalité française, plutôt que de les avoir dans la rue sans condition à la fois d'autorité et de maîtrise. Donc, je pense que la question de l'école est une question cruciale. Et on ne peut pas la passer sous silence. En tout cas, moi, je pense que c'est une des solutions, au-delà du fait que ça puisse heurter effectivement un certain nombre de consciences. Rapidement, répondre à sa question avant de prendre le dernier auditeur, monsieur le préfet. Il parlait de, comment dire, des marchands, des commerçants au niveau des trottoirs. Comment c'est possible ça à Mayotte, sur un autre territoire? On le voit pas. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'économie informelle. Vous l'avez tous constaté sur le bord des routes. 2-3 concombres, 4 tomates, une poignée de citron et quelques bouts de gingembre. Mais ça, nous y travaillons aussi. Nous y travaillons aussi. On a fait des opérations récentes pour aller interpeller des personnes qui vendent sur le bord des routes, ce qu'on appelle la vente à la sauvette. Malheureusement, le commerce étant ce qu'il est, il y a une offre et une demande. Mais dans ces cas-là, il faudrait que les Mahorais arrêtent d'acheter sur le bord des routes, qu'ils aillent acheter dans des zones autorisées, avec d'ailleurs des risques phytosanitaires. Tout à fait. Parce que les produits qui sont vendus sur des routes, moi, je n'en garantis pas la qualité phytosanitaire. Et les services de l'État ne font pas non plus des contrôles par rapport à ça? Bien sûr que si, nous faisons des contrôles. Pourquoi vous dites qu'on ne fait pas de contrôle? Parce que tous les jours, monsieur le préfet, on voit sur les bords de route d'autres marchés informels fleurir. Mais bien sûr que nous continuerons à avoir des marchés informels sur le bord des routes. Et c'est justement la raison pour laquelle nous ne devons pas lâcher sur ces actions régulières de contrôle pour faire en sorte que nous n'ayons plus de marché informel. Il y a un deuxième sujet auquel je vais m'attaquer parce que c'est un sujet important, c'est sur les filières agricoles. Moi, je suis là pour soutenir des filières agricoles, pour soutenir l'installation de jeunes agriculteurs et pour soutenir des filières qui soient légales. Et dans le même temps, essayer de comprendre comment est-ce que des filières illégales puissent se mettre en place. Voilà. Et donc la réponse devra être celle-là aussi. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Malheureusement, le téléphone est encore rouge parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup de questions. On s'excuse auprès de ces auditeurs, mais le temps qui nous est imparti arrive à échéance, monsieur le préfet. Juste pour vous donner un tout petit peu le sourire ce matin, un auditeur qui nous dit qu'il a cherché depuis tout à l'heure la fréquence de Radio Baobab, il ne le trouve pas. Donc, si vous avez la fréquence à lui donner... C'est fréquence Radio Maquis ou Radio Baobab? Radio Baobab, il cherche la Radio Baobab. Juste à côté de Radio Cocotier.